Bonsoir, merci d'être fidèle à Télé-Sud et je vous présente tout de suite les invités de cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle en France. Tout d'abord Michel Cotta, journaliste, éditorialiste au Nouvel Économiste et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la politique française, les cahiers secrets de la Ve République en particulier. Jean-Louis Bourlange, ancien député européen UDF, professeur associé à Sciences Po. Christine Ranunkel, présidente de l'Association de la presse étrangère et correspondante de magazines hongrois en France. Et Gabriel Mbarga, qui est journaliste à Télé-Sud. Commençons d'abord par vous, Michel. Quels sont vos sentiments au début de cette campagne électorale ? Je pense que c'est une campagne qui a été longtemps une non-campagne, avec un candidat socialiste désigné dès l'automne, et puis en face, un magma un peu imprécis. Est-ce que François Bayrou serait candidat? On le pensait. Est-ce que Dominique de Villepin serait candidat? Mais ça s'appelle une non-campagne. Et puis surtout, avec l'interrogation majeure, quand et comment Nicolas Sarkozy allait se présenter. Alors qu'il soit candidat, personne n'en a jamais douté vraiment, sauf quelques-uns minoritaires et très minoritaires au sein du milieu politique. Mais c'est vrai que tout est suspendu à ce... Voilà. Et puis deuxième point, c'est effectivement que ce duel, cette campagne, pour le moment, et dans la presse, se limite à un duel, et c'est évidemment et manifestement faux. C'est pas un duel, c'est quand même, ça reste pour le moins un quatuor. Oui. Nous devons dire à nos téléspectateurs que cette émission est enregistrée le lundi 13 et qu'elle est diffusée le jeudi. Donc entre le lundi et le jeudi, il peut se passer, je pense, des choses. Qu'en pensez-vous, Jean-Louis ? Je pense que c'est une semaine dans laquelle Nicolas Sarkozy devrait clarifier sa position, qui n'est un mystère pour personne. Je crois qu'à part de très rares commentateurs qui aiment bien parier à 1 contre 10 ou 1 contre 100, tout le monde est d'accord sur l'idée que Nicolas Sarkozy, après avoir fait durer le plaisir pour montrer qu'il était un vrai président et bénéficier de l'avantage de statut et de stature que lui donne cette situation de président, eh bien, Nicolas Sarkozy est depuis toujours dans son esprit de candidat et qu'il le déclare maintenant, et il va l'être. Alors, je crois que cette campagne, ce qui me paraît frappant, c'est deux choses. C'est premièrement que c'est une campagne qui est placée dans une conjoncture terrible, dans laquelle un homme politique, dès lors qu'il est honnête et dès lors simplement qu'il veut être crédible, ne peut pas raconter beaucoup de choses agréables aux gens, ne peut pas promettre, ne peut pas ouvrir vers des lendemains qui chantent, et c'est une situation très, très, très nouvelle et très difficile. Et la deuxième chose, c'est que face à cette réalité, les candidats, tous les candidats en fait, rusent plus ou moins. Et que, en réalité, on sait bien que le projet réel qui sera celui de la France au lendemain de l'élection présidentielle n'aura été porté par personne. Hollande dit « je suis porteur du projet traditionnel de la gauche, je vais le rabattre, je vais vous en donner un quart, un cinquième, parce que je sais bien que c'est pas terrible, mais quand même, je suis dans la ligne. » Sarkozy, lui, semble vouloir s'embarquer vers la rigueur, mais c'est un rôle à contre-emploi de sa part, car il a toujours été l'homme du contraire de la rigueur. Bayrou hésite profondément, il dit « j'ai été l'homme de la rigueur, donc j'ai plus besoin de dire que je le serai demain ». Et quant à Marine Le Pen, elle développe une contre-politique qui est assez fantasmatique et dont tout le monde sait qu'elle ne sera pas appliquée. Donc il y a une espèce d'incertitude qui s'empare de l'opinion. On sait bien que ces gens, ça sera l'un de ceux-là, et notamment probablement soit Hollande, soit Sarkozy, avec un avantage pour Hollande indiscutable, qui sera candidat, et en même temps, on ne sait pas très bien à quelle sauce on sera mangé. Christine Ranunkel, comment voit-on cette élection, d'abord de votre pays, du pays pour lequel vous travaillez, pour la Hongrie, et en général à l'étranger? Comment j'arrive de Budapest et je vais vous dire, ils disent que vous avez bien de la chance de voir un président comme vous en avez un, pas seulement parce qu'il a des origines hongroises, mais en ce moment, la situation n'est pas tout à fait facile en Hongrie, il y a beaucoup de gens inquiets, et
il trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir Sarkozy et il dit que s'il pouvait un petit peu rayonner aussi jusqu'au bout de l'Europe, ce serait, comme il le fait avec ses plus proches voisins, ce serait une très bonne chose. Et la presse étrangère, vous la sentez très mobilisée pour cette élection en France? Oui, mais ils sont vraiment dans l'attente. Ils sont vraiment dans l'attente. C'est très étonnant de voir, par rapport au président, ouvertement, d'ailleurs, comme beaucoup de journalistes, enfin la presse est assez dur avec le président, mais il l'a un petit peu mérité parce qu'il n'a pas toujours été tendre, pas toujours été habile, nous le savons tous. Et ils expriment volontiers qu'ils ne... très publiquement, il y a des émissions le dimanche d'ailleurs avec des journalistes étrangers, que dans leur pays, on n'apprécie pas le président de la France. Et puis, en fait, en privé... Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que quand vous dites qu'il est apprécié des Hongrois, est-ce qu'il est apprécié parce qu'il ressemblerait à Viktor Orban, ou au contraire parce qu'il ne serait pas Viktor Orban et qu'il serait très différent, beaucoup plus modéré, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sage, c'est-à-dire une image très différente de celle que nous avons ici? Ceux qui m'ont dit ça, ce sont des gens qui ne sont pas proches d'Orban du tout, effectivement. Voilà, justement, je le considère plus modéré. Alors, en privé, quand on parle avec mes confrères, ils reconnaissent qu'il a fait des progrès spectaculaire, non pas auprès d'eux, auprès des autres gouvernants. Ils ont suivi tous, c'est un peu les mêmes bandes qu'on voit, ils ont suivi, comme je l'ai fait d'ailleurs, Mitterrand, Chirac, dans les voyages présidentiels. On était habitué à ce style un peu pompeux pour les deux d'ailleurs. Et puis, au début, c'était un petit peu surprenant. Je me souviens, le premier voyage en Chine avec Sarkozy, c'était un style un petit peu décapant, je dirais. Et ils se sont aperçus qu'il avait néanmoins de l'autorité, beaucoup d'habileté, beaucoup d'intelligence, une habileté extraordinaire pour rebondir, et finalement un aura incontestable auprès des autres. Et c'est dommage que l'élection se passe en France, alors. Oui, non, mais c'est assez étonnant. On a l'impression vraiment à l'étranger que dans un certain nombre de pays. Hein, bon. Qu'il est apprécié, mais en France, voilà, et puis les correspondants français sont moins... Et vous, Gabriel Marga, la presse africaine, comment voit-elle cette élection, les deux candidats? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit... Oui, c'est une presse qui est passionnée par l'élection présidentielle française, depuis toujours d'ailleurs, parce que les regards africains sont souvent tournés vers la France. Donc il y a déjà ce regard qui est presque systématique vis-à-vis de la France. Ensuite, ils ont l'occasion, à travers le débat français, finalement de s'exercer à la démocratie, au débat démocratique. On peut, quand on est en France, dire que le débat n'est pas consistant, il n'y a pas de débat de fond, mais vu de loin, pour eux déjà, de voir des gens essayer de déployer des idées, d'essayer de construire des programmes, eux, ça les passionne déjà. J'ai vu même simplement l'élection au sein du Parti socialiste, ça passionnait la presse, qui en rendait compte quotidiennement, parce que pour eux, c'est extraordinaire de voir des gens débattre. Après cette passion presque automatique, cette curiosité, cet apprentissage de la démocratie, il faut le dire, il y a le cas Nicolas Sarkozy qui passionne les Africains parce qu'il a clivé les Africains sur deux décisions importantes, la Côte d'Ivoire et la Libye. Il y a un sentiment, c'est vrai, anti-sarkozyste très très fort qui s'est développé en Afrique. On lui reproche notamment son interventionnisme. Naturellement, il y a une poignée qui le soutient parce qu'elle estime qu'il les a débarrassés, dans certains cas, de personnes qui les empêchaient de vivre de façon convenable. Donc, Sarkozy passionne les gens en Afrique parce que son côté, comme ça, un peu va-t-en-guerre, hein, un peu sa forte personnalité, son caractère, ça les passionne beaucoup. Le discours de Dakar, ça continue ça a passé, finalement ce n'est pas passé, évidemment. Oui. Ce n'est pas passé. Il y a des intellectuels qui ont essayé de rattraper ça en essayant d'expliquer qu'il y avait peut-être quelque chose à comprendre. Mais de façon majoritaire, ce n'est pas passé dans l'opinion. Et puis, il y a une Afrique, il y a plusieurs Afriques. Hein. Il y a une Afrique qui vit en Afrique.
et qui a les yeux maintenant, parce que tout le monde a la télévision et le câble, et regarde la France depuis l'Afrique. Elle est passionnée par la France, l'ancienne puissance coloniale. Il y a les Africains de France qui connaissent déjà un peu mieux la réalité ou qui simplement sont concernés parce qu'ils y vivent. Il y a leurs enfants, c'est une autre Afrique, c'est une Afrique française, ce sont des Français. Ils ont aussi une participation à ce débat, un intérêt qui est différent. Et puis il y a une nouvelle forme de ce qu'on appelle le virtuel, mais qui, de mon point de vue, est très réel. C'est une Afrique qui vit en réseaux sociaux. Il y a des idées terribles parfois qui se développent là-dedans, parfois très très extrêmes. Et quand on est là-dedans, on voit ce magma un petit peu panafricain, anti beaucoup de choses qui est en train de se développer. La présidentielle française les passionne. Ils espèrent la défaite, pour beaucoup, du président sortant ou d'Obama même, parce qu'ils considèrent que c'est un tandem, ces deux présidents de la France et des États-Unis. Ah bon. Alors, il y a un mot effectivement que l'on retrouve, que vous évoquez, qu'on retrouve dans la politique française, c'est le mot clivant. C'est vrai que pour un président de la République, à la veille d'une élection où il se porte candidat, généralement, il y a un petit courant œcuménique, quoi. On fait attention sur son centre-gauche, on fait attention sur son centre-droit. Et là, je trouve que sur tous les aspects, y compris les aspects évidemment de l'immigration, le côté clivant est recherché plutôt que fui. Et ça, c'est un parti pris de campagne. c'est la pêche aux voix à droite. C'est la pêche dans le grand réservoir de voix à droite. Mais Jean-Luc Bourrange, je dirais sans doute mieux que moi que cet espoir vers l'extrême droite se corrige par une grande interrogation du centre-gauche. C'est un choix, en tout cas c'est un choix très clair de stratégie de la part de Nicolas Sarkozy, qui est sans doute accordé à son tempérament profond, qui est de chercher le clivage. On a deux façons de procéder. Surtout quand on se représente. Rappelez-vous François Mitterrand, la lettre aux Français pour son second mandat, c'était le père de la patrie, il voulait rassembler tout le monde. Il avait même dit à la veille des législatives qu'il n'était pas bon qu'un seul parti ait à lui seul la majorité, ce qui fait que le Parti socialiste avait d'ailleurs, il lui manquait un petit chouïa pour l'avoir complètement. Donc on était bien dans une situation de rassemblement, de père de la patrie. L'école dont se réclame Sarkozy, c'est l'école de Bush fils, de Rove, tous ces gens qui disent il faut cliver, il faut mobiliser les siens et il faut attaquer les autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez terrible dans la situation. Moi, ce qui me paraît frappant dans cette élection et ce qui la rend un peu effrayante à vrai dire, c'est qu'elle n'est pas portée par des sentiments positifs. Vous savez, en général, la droite, on dit de la droite qu'elle a une vertu, c'est la fidélité, et un défaut, c'est l'égoïsme. Que la gauche a une vertu, c'est le sens de la justice, et un défaut qui est la jalousie, le ressentiment. Eh bien, ce qui me paraît frappant aujourd'hui, c'est que la droite est mobilisée par la crainte du monde extérieur, la crainte des immigrés, et que la gauche est mobilisée par le ressentiment. Et que d'espoir, je n'en vois pas beaucoup dans cette campagne. Oui, enfin juste, moi je voudrais, puisqu'on parlait de rassemblement et de clivage, ce qui est paradoxal encore plus, je trouve, c'est que ce soit le candidat qui est à l'Élysée, oui, qui soit clivant, et que ce soit le principal candidat de l'opposition qui soit rassembleur. Ça, évidemment, c'est à peu près... Alors, le ressentiment... C'est un contre-emploi général, oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Le ressentiment, moi, je trouve que le ressentiment, quelque part, dépasse et les partis politiques et l'entendement. C'est-à-dire, c'est pas tellement dans les partis politiques qu'il y a cette espèce de ressentiment contre Sarkozy. Il y a effectivement un sentiment anti-Sarkozy presque incompréhensible à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous avons connu le sentiment contre Giscard d'Estaing. Oui, contre Mitterrand aussi. Contre Mitterrand aussi. Donc, on est d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose, mais moi, je me demande les éléments constitutifs de cette hostilité. Mitterrand, c'était pas la même chose. Mitterrand, c'était l'hostilité à ce qu'il représentait. Et quant à Giscard d'Estaing, il n'y avait pas vraiment de ressentiment. On était critique, on se moquait de lui. L'affaire des diamants, tout ça était jugé de façon sévère, mais assez grotesque. C'était une affaire, ces histoires avec Bokassa, tout ça, ça paraissait pas
extrêmement. Il y avait un sentiment d'éloignement social vis-à-vis de Giscard qui a joué contre lui. Tandis que là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel Cotta. C'est quelque chose de très profond et qui tient lieu, sans doute, d'explication de causalité diabolique, comme disent les grands esprits. C'est-à-dire qu'on est dans une situation... Alors, on voit très bien, Hollande, il dit c'est la finance. Et je crois qu'il y a des raisons de dire que la finance abuse, manœuvre mal, accapare une part trop importante de la richesse. Mais enfin, la transformation d'un croque-mitaine en croque-mitaine est un peu abusive. Et la gauche, il y a un besoin de croque-mitaine. Et pourquoi y a-t-il un besoin de croque-mitaine ? Parce que sans doute, la France est mal à l'aise. La France ne sait plus très bien où elle est. Elle est en Europe, elle a choisi l'Europe, et en même temps, elle ne se sent pas maîtresse, comme elle l'a pu l'être naguère, de la construction européenne. Elle sent bien que c'est l'Allemagne qui dirige l'affaire. Elle est condamnée à la mondialisation. Elle sait qu'elle est condamnée à la mondialisation, qu'il n'y a pas d'autre voie. Et la mondialisation l'inquiète, change un certain nombre de choses. Elle voit ses positions traditionnelles, en Afrique ou ailleurs, s'effriter, se relativiser. Donc elle vit dans un grand malaise et elle a besoin de trouver des responsables. Et je crois que l'anti-sarkozysme, qui est effectivement irrationnel, même s'il a été alimenté par des fautes de goût, des ruptures de code de la part du président de la République évidentes, cet anti-sarkozysme, il trouve peut-être là son origine. On va revenir un peu sur... Est-ce qu'on peut juste ajouter quelque chose ? J'ai l'impression que ce n'est pas nouveau. J'ai le souvenir que pendant la dernière campagne, entre les deux tours, il y a eu une réunion à Dijon sur le thème « Pourquoi tant de haine ?» Donc, pourquoi tant de haine contre lui ? Il accumulait effectivement déjà tout cela. Donc ça ne l'a pas empêché de gagner. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Voilà. Non, mais c'est un paratonnerre, donc il attire l'orage. Et en plus, c'était dans une circonstance où la candidate socialiste suscitait au moins autant de doutes. Et au moins... De doutes, mais pas de haine. De doutes, certainement. De doutes sûrement et de haine parfois. Ça dépend pour qui. Dans haine dans son camp, surtout. Oui, mais pas en général. Oui. Gabriel, comment voit-on... on va parler un peu de François Hollande aussi, parce que... Le temps passe, on ne va pas s'apesantir trop sur Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il faut penser au candidat qui peut, peut-être. Comment François Hollande est-il perçu en Afrique ? Il n'était pas très connu il y a encore peu de temps, évidemment. Déjà en France, sa notoriété, elle est grandissante, même si ses fonctions passées, qui n'étaient peut-être pas ministérielles, lui avaient permis d'être connu au moins. Il n'était pas très connu et en Afrique, c'est une civilisation de l'oralité, même si on peut remonter très loin à des choses qu'on considère comme l'écriture, ça c'était une parenthèse. On aime le verbe, les gens qui ont la magie du verbe. Et pendant que les socialistes essayaient de se départager sur leur candidat, il n'a pas séduit par le verbe parce que, évidemment, comme il était haut, il parlait moins, et pendant les débats, il essayait de ne jamais se mouiller, etc. Donc, ils attendaient quelqu'un qui les emballe. Et ils n'ont pas été convaincus par ça, et effectivement, il y a eu des gens qui ont parlé, comme ici, de son charisme. Il manque de tempérament, il manque de charisme, etc. Et le discours, son fameux discours du Bourget, a pas seulement enflammé les gens ici, en Afrique aussi. La presse a beaucoup écrit dessus en disant « Ah oui, il s'est révélé, il a fondu l'armure, etc. » On le perçoit comme celui qui a le plus de chances de faire tomber voilà, le croque-mitaine, l'adversaire. Voilà. Il est perçu comme ça, celui qui a le plus de chances. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans l'ère moderne où nous sommes, où beaucoup de choses s'échangent par réseau, par web, par etc., un meeting politique classique, traditionnel, ait pu avoir autant d'importance, y compris sur les gens qui n'y étaient pas. Ça, je ne m'attendais pas à ça, et effectivement, peut-être la magie du verbe qu'il possède complètement, François Hollande, même si on ne le sait pas, a renversé. Alors, est-ce que ces meetings initiatiques sont obligatoires? Est-ce que le meeting de Marseille, samedi soir, sera un meeting initiatique de ce genre? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est réservé à la gauche, je ne sais pas. Je crois que c'est réservé surtout aux primo-accédants, comme on dit dans l'immobilier. Oui. Parce que ça a quand même...
ça a quand même marché comme ça aussi pour Sarkozy, avec le meeting de la porte de Versailles, qui a été un très très grand machin. Et je me rappelle que Chirac avait vraiment marqué avait apporté sa marque sur la campagne électorale et avait pratiquement renversé la perspective lors de son discours du début février 95, où il avait fait. Je crois que ce grand meeting de départ est quelque chose de portant. Mais on pouvait se demander si à l'heure actuelle, 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, ça a marché. Mais aux en revanche, États-Unis, au second tour, Mitterrand, il a réussi avec un numéro extraordinaire, tout à fait différent, qui était un numéro littéraire, c'est-à-dire une lettre extrêmement élitiste, extrêmement complexe dans son vocabulaire, dans sa syntaxe, etc. On écrivait au Français, il a écrit au Français une immense lettre que peu de gens ont lue, mais que tout le monde s'est considéré comme étant élevé par le fait que le président de la République s'adressait à chacun en des termes qui étaient justement des termes non populistes. Ça a été vraiment un numéro de communication extraordinairement intelligent, la lettre aux Français de Mitterrand. Quant à Chirac, il a été élu quand même dans une pochette surprise à la seconde fois. Je vais dire un mot de l'Allemagne à propos justement du programme de Hollande, parce que les Allemands ont été très surpris justement de cette attaque contre la finance, entre guillemets, parce que les Allemands ont trouvé que la finance, ça existe partout, c'est la même partout, les banques sont les mêmes partout, et que ça fonctionne. On ne peut pas empêcher que la crise soit apparue aux Français comme quelque chose de très injuste, que le soutien aux banques, comme vous le savez, n'a jamais été compris par les Français. On a beau leur expliquer 100 fois, mais on prête aux banques, mais elles nous rendent. Et en même temps, c'est pour pas que le petit dépositaire soit floué. Elle n'a jamais compris ça. C'est vrai que c'est tombé de pair avec des salaires, un éventail de salaires affolant, avec des parachutes dorés qui n'ont pas cessé. Bon, c'est vrai que ça a alimenté complètement le discours est contre les banques et contre les finances, même quand chacun des Français pense que sa banque est la bonne, mais que ce sont les autres qui sont. C'est un détournement de rôle quand même. Non, je crois que les banquiers ont vraiment, ils sont à l'origine, Lehman Brothers, à l'origine de la crise. Ils ont transformé leur métier en casino, alors même qu'ils étaient là pour financer l'industrie. Et on voit de grands patrons comme Jean-Louis Beffa, qui écrit un peu dans la veine de Michel Albert il y a quelque temps, qui écrit « Le capitalisme industriel, le capitalisme qui a besoin de financement et on se détourne de lui ». Il y a effectivement un accaparement des profits qui est considérable. Donc là, le banquier, c'est vraiment le croque-mitaine sur mesure pour François Hollande. Maintenant, chacun sait que ça ne sert à rien de désigner un croque-mitaine en termes d'action, que ce dont nous aurons toujours besoin de banques, nous aurons toujours besoin de systèmes financiers, et je pense que François Hollande ne se fait guère d'illusions à cet égard. Non, mais dans son discours, il l'a très bien joué. Oui, il a. Il y a un vrai sentiment. Mais il y avait, la banque, le secteur financier, lui a servi ça sur un plateau quand même. Dans le discours de Marine Le Pen et dans celui de Jean-Louis Mélenchon, il y a la même chose quand même, mais plutôt accentuée. Oui. On va venir justement à Marine Le Pen et à Mélenchon. Parle-t-on des petits candidats dans votre pays ? Dans mon pays, on n'en a pas parlé, pour tout vous dire. Par contre, nous, à l'Association de la presse étrangère, ils intéressent. Demain matin, au Cap, nous recevrons, c'est d'ailleurs pas nous qui l'organisons, mais il y a Mélenchon qui vient, et nous l'avons reçu il y a quelques mois. C'est un grand petit. Et il y avait du monde. Oui, il y avait du monde, parce qu'il est... Voilà. Et Villepin ? Villepin est venu déjà il y a quelques mois. Il fait partie des candidats qui... Oui, mais il n'était pas candidat encore. C'était au printemps de l'année dernière. Et c'est un moment où il s'était beaucoup caché. Et il a commencé... C'est une des premières réunions qu'il a bien voulu... conférence, on va dire, qu'il a bien voulu donner. Et il y a eu un monde fou. Il est fou, je dois dire. Il n'arrivait pas à le lâcher. Il lui posait des questions, il tendait des micros. Je ne suis pas sûre qu'il y aura autant de monde. C'est le souvenir de l'ONU, quand même, ça. C'est le souvenir du discours à l'ONU. Je suis tout à fait de votre avis. En Afrique, est-ce qu'il y a un de ces candidats qui se détache dans les sympathies Villepin, par exemple ou... Non, pas Villepin. Ils ont espéré à un moment que Villepin, quand il a déclaré sa candidature, serait une difficulté pour Sarkozy. Bon, les semaines qui ont suivi ont montré que non, puisqu'il n'arrive pas à décoller dans les sondages. Ce qui est curieux en Afrique, c'est une espèce d'alliance contre nature. Les candidats qui ont le plus de sympathie
chez une certaine jeunesse africaine qui est très, très militante, activiste même. C'est curieux, il y a de plus en plus d'Africains qui sont des sympathisants de Marine Le Pen. Ça va vous paraître curieux, si, parce que ils estiment que c'est le candidat le plus en même, finalement, de faire battre Sarkozy. C'est-à-dire que c'est une alliance très intéressée, parce que, évidemment, qu'elle nuit à la droite. Et sur la Côte d'Ivoire, elle a récupéré tout ce qu'on appelle les magboïstes, on va dire ça comme ça, parce que pendant qu'on débattait sur les grandes chaînes en France de Gbagbo ou Ouattara, le Front National a beaucoup œuvré dans les réseaux sociaux en sous-marin, ou d'une façon qui a échappé aux gens, de telle sorte que il y a beaucoup de gens qui ont eu de la sympathie pour eux, parce qu'évidemment, comme ils sont doués pour ça, ils ont pris une position populiste en soutenant ceux qui se plaignaient d'avoir été évincés injustement du pouvoir, etc. Donc, en Côte d'Ivoire notamment, elle a de plus en plus de sympathisants. Jean-Luc Mélenchon aussi, sans doute la magie du verbe, mais aussi parce que ce sont les candidats anti-système, enfin, qui se positionnent comme tels. Ces deux candidats-là passionnent les gens. C'est curieux. Alors, Marine va-t-elle avoir ses votes, ses Je veux soutiens? dire deux choses là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'elle ne les ait pas. C'est vrai que son père a eu beaucoup de difficultés pour les avoir la dernière fois qu'il s'est présenté. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un bluff. Voilà, ça a été longtemps un bluff pour le Front National. Je ne suis pas sûre que ce soit un bluff pour Marine Le Pen. Deuxièmement, c'est vrai que ça modifie considérablement la perspective des élections. Est-ce qu'il faut que les autres candidats l'aident à se présenter ou pas? C'est impossible. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Tout apparaît. Tout aurait l'air d'être une magouille. Alors, la position de Bayrou... Je ne suis pas tout à fait en accord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec François Bayrou actuellement. Je crois que sa proposition est quand même très intelligente, consistant à dire il faut que les chefs de parti se réunissent. De manière, si on doit faire en sorte que Mme Le Pen soit candidate, il faut que ce soit l'expression d'un choix global du système partisan français pour éviter un déni de démocratie que représenterait l'impossibilité de se présenter pour un candidat qui a 15... Non, pas forcément. Quand je disais que ça pouvait tout changer, ça peut changer évidemment l'ordre d'arrivée des candidats. Si elle ne se présentait pas, ça peut très bien, une partie importante du Front National peut se porter dès le premier tour sur Nicolas Sarkozy, et donc ça peut quand même complètement prendre à revers les sondages actuels. Et deux... pour ma part, mais ça n'est que personnel, je trouve que si Marine Le Pen ne se présentait pas, ce serait un déni de démocratie et que ignorer 20% des gens, c'est s'exposer vraiment à des violences. 15 et 20%. Mais pourquoi Manuel Valls a-t-il tout de suite dit non à la proposition de François Bayrou? Ils ont dit non, et Nicolas Sarkozy aussi. Ils ont dit chacun des deux côtés, c'est leur problème, c'est son problème. Ils ne voulaient pas tomber dans un piège, mais il est évident que dans le cas où il y aurait une conférence nationale de tous les partis, ça change. Et c'est effectivement en ça où François Bayrou a eu un petit éclair de génie, là. On n'a pas fini, on a sauté, si j'ose dire, sur Marine Le Pen. Je voulais continuer le tour des petits candidats. Est-ce qu'on peut revenir à Marine Le Pen après? Est-ce que vous avez une idée de... Mélenchon est un grand petit candidat, comme vous disiez. Ouais. Et Villepin, un petit. Villepin, bon. Et puis il y a l'interrogation autour des écologistes, évidemment. Les écologistes sont loin de faire leur score. Alors c'est peut-être pour deux raisons. Premièrement, pour la personnalité de leur candidate, qui est effectivement... dont on peut penser que c'est un peu paradoxal de l'avoir choisi. Et la deuxième, c'est que tous les partis ont pris un petit peu de la philosophie des Verts. Oui, sauf elle qui ne garde qu'un qui est essentiellement tournée contre les paradis fiscaux, absolument, contre les problèmes de justice, mais pas sur l'écologie. C'est un peu ce qui s'était passé en Allemagne. C'est au fond un peu ce qui s'était passé en Allemagne, où les Grünen ont été absorbés au fond par les autres partis. Donc ça, on verra quel score, mais effectivement, pour le moment, ça n'est pas une campagne, même si dans les derniers temps, là, il y a eu une espèce de frémissement avant-hier. Ça n'est pas une campagne réussie, on ne peut pas dire ça.
Jean-Louis. Les Verts ont bénéficié au moment des régionales et des européennes, à la fois de la personnalité très forte de Danny Cohn-Bendit, mais qui estimait, et je comprends très bien son choix, qui n'était pas fait pour être candidat à la présidence de la République. Il ne se voyait pas, Danny le Rouge, même s'il est devenu très, très, très rose pâle, il ne se voyait pas endosser le costume du général de Gaulle. Et je comprends très bien qu'il n'aurait sans doute pas été bien reçu là-dessus. Et alors, ils sont passés de ce stade où, en fait, ils capitalisaient sur les erreurs de François Bayrou au moment des européennes, puisque Bayrou avait fait très peu campagne sur l'Europe. Or, il avait fait campagne contre Sarkozy et pas sur l'Europe. Or, on attendait le centre sur l'Europe. Et en plus, il avait adopté une attitude assez réactionnaire, notamment dans ses polémiques vis-à-vis de Cohn-Bendit. Donc, ils ont à un moment été ce que Pascal Perrineau, le patron du CEVIPOF, appelle des centristes de substitution. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à tenir. Et évidemment, il y avait une mayonnaise, et la mayonnaise est retombée. Elle s'est dissociée avec Eva Joly. Et Cohn-Bendit l'avait d'ailleurs assez bien pressenti en disant « Nous ne devons pas avoir de candidat ». Raffarin avait dit la même chose pour les centristes d'ailleurs. « Nous ne devons pas avoir de candidat. Nous devons négocier, ce qu'ils ont fait, des postes assez nombreux avec le PS de parlementaires pour concourir à la majorité et nous n'avons pas besoin d'avoir un candidat parce que de toute manière, il ne sera pas élu président de la République. Donc notre influence, ce sera là. Je pense que Danny Cohn-Bendit avait une stratégie beaucoup plus réaliste que celle qui a été choisie. Quant à Madame Duflot, on ne sait pas très bien ce qu'elle a voulu. Elle donne quand même l'impression d'avoir dit à Madame Joly allez-y, cher ami, et lui avoir ouvert un truc où il y a un grand fossé de 50 mètres et le premier qui passe tombe. Et en ce qui concerne Dominique de Villepin, vous vous attendiez à ce que ça se passe comme ça ? Moi, je crois que Dominique de Villepin n'est pas un candidat. Il n'a jamais été élu. Il n'aime pas les élections. Il n'aime pas les partis politiques. Quelle figure, il a, une belle figure. Belle figure. Il a une belle gueule, on va dire, carrément. Il a un certain talent. Enfin, moi, je suis très peu sensible au talent de Dominique de Villepin parce que je trouve que c'est essentiellement de la boursouflure, mais en revanche, je pense qu'il avait fait un discours très... Villepin, c'est un excès permanent, et quand il a fait son discours à l'ONU, c'était un excès tempéré par le Quai d'Orsay. Et là, il y a eu un moment d'équilibre. Mais après, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas fondamentalement la discipline nécessaire pour être candidat, l'abnégation, l'ascétisme. Car ce qu'il faut voir, c'est que tous ces gens qui vont jusqu'au bout, Sarkozy, Hollande, Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, sont des gens qui sacrifient énormément de choses à cette discipline permanente, quotidienne, qu'est l'acceptation bien dangereuses. Pour des perspectives bien dangereuses. Oui, c'est un jeu qui quand même demande beaucoup. Les gens sont attaqués, méprisés. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'au bout du compte, ils soient tous un petit peu cinglés. Ça, il faut être fou pour Christine se présenter. Ranouquel, les petits candidats Les Verts, là, vous parliez des négociations. Moi, je trouve que apparemment, Eva Joly ne décolle pas. Je ne pense pas qu'elle va arriver bien loin, effectivement. Mais ils ont quand même fait quelque chose de très bien, c'est d'avoir négocié au préalable les postes pour l'élection suivante. Et là, que ce soit sur Paris ou ailleurs, je pense qu'ils ont pas mal joué. Donc on va voir après les résultats. Pardon, mais alors il fallait jouer effectivement comme Cohn-Bendit, qui dès le départ a dit il faut faire élire le candidat socialiste, après on verra. Ce qui est un peu ennuyeux dans leur cas, c'est à la fois d'affirmer une candidature et à la fois de négocier en dessous les candidatures prochaines. Ça c'est très mal passé. Ça c'est, je veux dire, chez les gens, chez les Français, ça a failli faire déraper. Et d'ailleurs, je pense que ça a fait déraper la première partie de la campagne de Hollande. Oui, je suis d'accord. Maintenant, depuis, c'est oublié, heureusement, ça va vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Michel, avec ça. Il est possible que le fait que Hollande ait commencé par déraper lui ait permis de rebondir beaucoup plus fort. Il y a un problème de rythme dans une élection. Il avait bien réussi les primaires, sans être... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Gabriel. Il n'était pas très convaincant sur le plan charismatique, mais enfin, il avait bien réussi son opération. Il a empoché la mise. Et puis après, il y a eu ce faux plat, ce trou d'air, et on a dit, et puis paf, il est ressorti de façon très très intelligente, le Bourget
pour la gauche, les grands mythes, l'union de la gauche, la gauche populaire, et puis 4 jours plus tard, le projet pour les technos, modérés, chiffrés, etc. Et cet équilibre était parfait, parce que s'il avait simplement commencé par le projet, il se serait fait tomber dessus par les journaux de gauche, qui auraient dit comment... Tandis qu'après le Bourget, toute la presse de gauche a entonné l'hymne à la gloire de cette gauche retrouvée, et puis 3 jours plus tard, il a dit, oui, mais alors attention, hein, il ne faut pas rêver. Je réenchante, mais je ne fais pas rêver. Mais je pense qu'il a volontairement placé d'ailleurs cet épisode des Verts en tout début, c'est-à-dire justement dans le faux plat dont parlait Jean-Louis, il fallait s'en débarrasser de ces Verts. Il ne fallait surtout pas que ça éclate, que leur divergence éclate à 15 jours du scrutin. Donc je pense que c'est tout à fait volontaire d'avoir d'être mal parti dans cette... C'est contrôlait quand même le calendrier sur cette négociation. Mais enfin, il valait mieux que ça se passe comme ça. Ça dépend, parce que je pense qu'à 15 jours, avec Eva Joly à 2% dans les sondages et Hollande marchant très fort, ils auraient pu le renégocier. Or, ils ont pas mal donné. On ne sait pas. C'est assez difficile d'avoir, parce que certainement les Verts auront beaucoup de députés s'il y a une très très grande poussée à gauche, mais à ce moment-là, la gauche, les socialistes auront 400 députés et que les Verts en aient 40, ils s'en fichent un peu. Si on est dans des eaux plus normales, une majorité réelle à gauche, mais pas absolument débordante, là, les augures, les spécialistes disent que les Verts auront 15-20 députés. Et puis, je ne donne pas cher d'un certain nombre de candidats investis officiellement par le parti, candidats verts investis officiellement par le Parti socialiste, comme à Lyon, M. Mérieux. Je pense que le maire de Lyon lui réserve un chien de sa chienne en soutenant officiellement le radical de gauche, qui est en plus un de ses adjoints sur la liste municipale. Là, je crois que M. Mérieux va avoir une partie difficile à jouer. Toujours est-il que le ralliement, l'arrêt des problèmes avec les Verts a allé dans le sens du vœu rassembleur de Hollande, et qu'il fallait qu'il s'en débarrasse tout de suite pour pas avoir Mélenchon. Bon, ça va, c'est difficile d'avoir Mélenchon dans les pattes, hein, déjà. C'est pas facile. Même si on pense que au il a eu deuxième en tour, contrepartie le maintien du nucléaire. Voilà. Donc, ce qui a affaibli considérablement la crédibilité des Verts, parce qu'ils ont vraiment donné l'impression de céder sur leurs convictions en échange d'un plat de lentilles électoral. Parlons maintenant de François Bayrou. Dans quelles conditions peut-il jouer, ou va-t-il jouer, ou peut-il jouer un rôle pour le second tour? Quelles sont les perspectives pour lui? On les a vus dimanche soir, ou samedi plus exactement, samedi dernier. Effectivement, l'ouverture de Nicolas Sarkozy vers la droite la plus à droite. Oui, la fermeture, l'ouverture vers la droite la plus à droite crée effectivement un appel d'air pour François Bayrou. Alors, il est à 13% en ce moment dans les sondages, entre 12 et 14 dans les sondages, mais lui, il reste persuadé que ça lui ouvre une voie qui lui permettrait d'arriver peut-être au deuxième tour. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un deuxième tour Hollande-Bayrou, tout est possible pour Bayrou. Tout est possible pour Bayrou. Vous croyez à cette possibilité ? Non, je n'y crois pas, mais enfin, je vois que lui fait tout pour arriver... Lui, il croit. Moi, je trouve que sur Bayrou, je pense que c'est une situation très paradoxale. Il est en train de bénéficier d'une situation qui est celle qu'il n'a pas voulu. Et en fait, il est exactement dans une situation de caractère giscardien, pardon. C'est-à-dire, à côté d'un homme de droite, Sarkozy, qui s'enfonce vraiment dans une droite dure, à tort ou à raison, à mon avis, tout à fait à tort. Il reprend le flambeau des modérés. Donc, c'est un peu ce que Giscard incarnait vis-à-vis de Chirac, si vous voulez. C'est un centre, une droite plus ouverte, plus européenne, etc. Et en même temps, c'est le contraire de ce qu'il a pensé faire. Parce que ce qu'a voulu Bayrou, c'est ni droite ni gauche. Ce qu'il a voulu, il n'a pas du tout développé des thèmes européens ou des thèmes atlantiques ou des thèmes corps intermédiaires parlementaires. Il a au contraire fait un peu de populisme. Il a dit acheter français, tous pourris, la droite et la gauche, ça se vaut, etc. Et donc, il se retrouve dans une situation où il a énormément de mal à exploiter parce que ses présupposés stratégiques contredisent ses possibilités. Aujourd'hui,
On voit très bien qu'il pourrait y avoir à l'UMP des gens qui, avec derrière Alain Juppé ou à côté d'Alain Juppé, diraient écoutez, Sarkozy, ça commence à bien faire tous ces débordements excessifs en direction de la droite. Il faut quelqu'un de sérieux. On a Bayrou comme candidat. S'il est élu, il faudra bien qu'il ait un Premier ministre, par exemple Alain Juppé, et puis on voit très bien qu'un certain nombre de parlementaires pourraient s'orienter vers ça. Mais en même temps, Bayrou dit Sarkozy c'est l'abomination de la désolation et donne le sentiment qu'il s'orienterait plutôt vers Hollande. Alors tous ces gens sont retenus de le soutenir, parce que, c'est impossible, me semble-t-il, de ne pas savoir si Bayrou sera le candidat de la droite contre la gauche ou le candidat de la gauche contre la droite s'il arrivait au second tour. Je crois que là, il y a quelque chose qui bloque. Et supposons qu'il n'arrive pas au second tour, quelle va être son attitude, à votre avis ? Ah, ça, je n'en sais rien. Je pense que son intérêt, mais ça, c'est là-dessus que je me suis séparé de lui en 2007. Non, mais son intérêt serait de se préparer à devenir le recours, puisqu'il n'envisage de toute manière que d'être président de la République. C'est une longue suite de temps morts entre les élections présidentielles, la vie de François Bayrou. Ça serait de se mettre en situation d'être le recours de la droite contre Hollande. Donc, il pense que Hollande sera élu, parce que Sarkozy est marginalisé un peu à droite, mais son intérêt serait sans doute de ne pas trop en faire pour favoriser l'élection de Hollande, tout en la souhaitant, et de se mettre en situation de reprendre le contrôle des libéraux et des centristes, c'est-à-dire de faire très exactement le contraire du choix stratégique qu'il a fait en 2007. Oui. Alors il se rallierait à la position que j'ai défendue à l'époque, j'en serais intellectuellement très impressionné et très heureux, mais je crois que lui, ça sera quand même assez difficile de changer de stratégie comme ça. Les électeurs ne lui appartiennent pas. Non. Alors, non. Oui, ni droite ni gauche. Non, de toute façon, c'est pas lui qui fera l'élection, ce sont les électeurs et... Christine, votre opinion sur moi j'ai une question, ni droite ni gauche, je suis bien d'accord, est-ce une stratégie ou une conviction ? Et là, non, je ne sais pas si les convictions, je ne me permettrai pas de juger, mais en tout cas, sous la Ve République, vous êtes de toute manière d'un côté ou de l'autre. Hein. Vous avez un scrutin législatif majoritaire à 2 tours, donc si vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, vous êtes écrasé, et vous avez une élection présidentielle qui est hyper majoritaire, et vous êtes, à la fin, vous êtes le candidat de droite ou le candidat de la gauche. Le général de Gaulle était pour le ni droite ni gauche. Il l'a dit à plusieurs reprises, jusqu'en 1962, quand il est apparu que, effectivement, il avait ses amis à droite et il avait des adversaires à gauche, et il s'est résigné. Il a dit à Roger Frey, à Georges Pompidou, à des gens qui avaient pensé ça depuis longtemps, il a dit c'est pas mon idée c'est que la France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est à la fois la droite et la gauche, mais je vais fonctionner avec ça, parce que ça, c'est un vrai pragmatique. Gabriel. Par rapport à François Bayrou, oui. Il est perçu du côté d'Afrique comme quelqu'un qui fait preuve d'une certaine ténacité. Il y a quelque chose de religieux chez lui, y compris dans le discours. Beaucoup de et talent, ça suscite beaucoup de curiosité, de se dire, mais il a pris un pari. Il y a même des fois où il a déclaré qu'il avait eu comme... ah oui, c'est Jeanne d'Arc, oui. Voilà, un jour, il serait président de la République. Donc il y a des gens qui l'attendent là-dessus. Ils le regardent comme une curiosité qui a peut-être peu de chances de gagner, mais cette ténacité suscite leur intérêt. Il est évident que là maintenant, il mise je ne veux pas dire l'effondrement, parce que je laisse ça à Nicolas Sarkozy miser sur l'effondrement de François Hollande, mais il est évident que François Bayrou maintenant se dit que tout ce que perd Sarkozy peut aller dans son camp et dans son escarcelle. Donc il y a une lutte comme ça la lutte s'est déplacée, et c'est bien une lutte maintenant Sarkozy-Bayrou pour le leadership futur sans doute de la droite, ou pour même à la présidentielle. Maintenant il est pour l'Union nationale sans la gauche, Bayrou. Ce qui évidemment est le contraire de l'Union nationale. Et il est aussi contre la droite, alors c'est vrai que c'est très difficile. Mais ça dépend des jours. Mais c'est ça, une union nationale sans gauche ni droite, ça devient très difficile à faire. Est-ce qu'il aurait la modestie d'accepter d'être Premier ministre un jour si une configuration le permettait? Il a plus de persévérance que de modestie. Et que pensez-vous, Michel, de la tactique de Nicolas Sarkozy? On a donc parlé maintenant de
son attitude, en fait, de ses propositions avant le premier tour. Est-ce qu'entre les deux tours, il va opérer un virage? Ça va être très difficile, justement. Ça va être très difficile, étant donné... alors, il peut encore quand même essayer d'infléchir un tout petit peu sa trajectoire. Il a encore 2 mois et demi, hein, néanmoins. On voit bien dans l'interview au Monde de François Fillon comment François Fillon essaye, et il ne le fait pas par hasard, de prendre ses distances un peu par rapport à Claude Guéant, pas à Nicolas Sarkozy, mais par rapport à Claude Guéant. Donc il a encore quand même une marge de manœuvre. Mais enfin, pour un départ, c'est un départ, et un départ que je trouve, comme Jean-Louis Bourlange, un peu handicapant. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire pour le deuxième tour la même campagne sur les mêmes thèmes qu'au premier? Ou est-ce qu'on peut... Il ne faut quand même pas avoir l'air d'être d'une girouette. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses. Hein. C'est quand même... il y a une image... qu'est-ce qu'il a comme Sarkozy? Quels sont ses défauts? Ses défauts, c'est de ne pas avoir senti, dès le départ, les problèmes de la crise en termes de déficit et de ne pas avoir compris qu'il fallait inventer une nouvelle politique sociale qui soit tournée vers les jeunes, mais qu'il ne fallait pas simplement dire on abandonne un certain nombre de choses, sans le faire d'ailleurs. Donc il a fait une mauvaise analyse de la situation stratégique. Ensuite, il a martyrisé les codes, avec le Fouquet, tout un ensemble de choses, de vulgarité. Il a martyrisé les codes. Or, les Français sont attachés. C'est le roi de France, le président de la République. Les Français ont peut-être guillotiné leur roi, mais ils en ont créé un autre. Et le général de Gaulle, quelqu'un me disait, Charles Maurras, qui était, vous savez, le grand leader royaliste d'extrême droite, est mort désespéré dans les années 50, et quelqu'un me disait, il a eu tort. Car en réalité, 6 ans plus tard, la monarchie était rétablie. Et c'est vrai que le monarque, le président sous la Ve République, c'est un monarque. Bon, et ça, il n'a pas du tout géré ça comme ça. En revanche, il a révélé de très grandes qualités, de réactivité, de coup d'œil sur la crise. Il a très bien géré, il a très bien fait face aux difficultés bancaires au moment où c'était très, très chaud. Il a bien présidé l'Union européenne. Il a pas mal dirigé la crise caucasienne, notamment en évitant ce que Chirac n'avait pas évité, c'est-à-dire une rupture des Européens. Les Européens de la partie est de l'Union étant totalement anti-russe et les autres étant beaucoup plus accommodants. Il a maintenu tout ça. Il a, je crois, assez bien tenu le choc. Et là, il n'arrive pas... Et là, il cherche idéologiquement quelque chose. Et je pense qu'il a du mal à le trouver et il a du mal à se situer dans la durée. Alors, il dit qu'il est contre l'élection le vote des immigrés aux élections locales, alors qu'il avait dit 5 ans plus tôt qu'il était pour. Alors on se dit, quel homme est-il pour changer d'un moment à l'autre? Il dit aujourd'hui que la TVA sociale ne va pas pénaliser la consommation populaire. Il a dit il y a 3 mois le contraire. Donc cette instabilité-là, c'est très très mauvais. Il devrait vraiment... exploiter ses qualités de chef d'État et non pas virevolter idéologiquement. Et aucun président n'a été élu, comme vous le savez, aucun président n'a été élu pour sa politique internationale. Alors peut-être à tort pour les Français, mais c'est vrai que personne n'a réélu Mitterrand à cause de sa politique internationale. Jacques Chirac, c'était peut-être plus à son débit qu'à son crédit, alors qu'il a eu une grande importance dans la vie des pays. Il n'est pas sûr qu'il infirme cette loi, vous savez. Voilà, donc effectivement, le jugement de politique internationale explique d'ailleurs votre position. La période est quand même très particulière. Je pense qu'il y a une crise internationale et que je pense que les Français, même vraiment, on regarde un petit peu, ils ont conscience que les choses ne se passent pas tout à fait dans leur mérite. Ils ont conscience, mais le problème est de savoir si ça les amène à voter Sarkozy. Ils ont plutôt envie de fermer la porte. Quand même, les thèmes anti-mondialisateurs, on se claque-mur, etc., c'est une tentation. Les Français ressentent pour beaucoup d'entre eux le monde extérieur comme une menace. Et non pas comme un lieu d'expansion et d'expression du dynamisme de la France. Il y en a quand même plus que nous pensons qui sont pro-européens. Donc ils savent que les choses se passent un petit peu ailleurs et qu'on peut attendre. Par exemple, regardez, moi j'étais très surprise par la réaction de la classe politique dans son ensemble sur l'usine Renault au Maroc. Ah oui. Bon, parce que il faut être aveugle pour ne pas voir que s'il n'y a pas un co-développement
entre ces pays-là, qui justement posent à tort ou à raison des problèmes, et des problèmes politiques, mais le co-développement, c'est vraiment une possibilité d'avenir très importante. Elle est même très importante. On joue, après tout, les démocraties ou les pays émergents. Voilà une bonne façon. Lorsqu'en plus on sait qu'une majeure partie des pièces viennent de France, et pourtant toute la classe politique, de gauche et de droite, a fait de cette affaire une espèce de défi de Renault. Je trouve que ça, la période présidentielle... Et tout le monde s'est apitoyé, à juste titre, sur le fait qu'à l'origine du printemps arabe, il y avait ce malheureux garçon qui s'est immolé par le feu parce qu'il ne pouvait pas avoir une activité économique. Tout le monde sait que si on ne veut pas qu'il y ait des déferlements, puisqu'on a fermé la porte aux Tunisiens, etc., des déferlements de boat people ou d'immigrés qui arrivent dans des conditions, il faut qu'il y ait de l'activité économique au Maghreb et en Afrique. Tout le monde le sait, et effectivement, on est dans cette contradiction. Vous touchez là aux attentes de ces pays-là, de l'Afrique. Parce que une des choses qui les passionne dans cette élection, c'est de savoir comment seront réglés les problèmes qui les concernent, même de loin. Évidemment, l'immigration. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de la dignité et du respect. Ça se résume à ces deux valeurs. C'est-à-dire quoi? Par exemple, les expulsions des étrangers, que ce soit fait de façon un peu plus digne. Le traitement, même le vocabulaire, le langage qui est utilisé à leur égard, ils y sont très sensibles. Ça, c'est une question. À juste titre. Et puis, il y a la question de la France-Afrique. C'est-à-dire que ce qu'ils considèrent comme ce réseau totalement opaque d'intérêts entre des chefs d'État et les leurs, souvent au détriment des populations, de leur point de vue. Ils espèrent qu'il y aura un président en France qui va y mettre fin. De manière à ce qu'on n'ait plus des présidents qui soient contestés de l'intérieur, où on pense qu'ils ne sont en place que parce qu'ils ont de soutien de grandes puissances, souvent l'ancienne puissance coloniale. Donc voilà, c'est... Eh bien, nous allons rester là. Ce sera le mot de la fin de Gabriela Mbarga. Je vous remercie tous d'avoir bien voulu accepter de participer à cette émission, et j'espère que vous accepterez une nouvelle invitation quelques jours ou quelques semaines avant le scrutin. Qui démontrera que nous avons eu totalement tort sur tout. Merci et bonne soirée.